Le journalisme sous pression politique selon Reporters sans frontières qui dénonce dans son dernier rapport la même mise du politique sur les médias. L'ONG pointe du doigt notamment les périodes électorales qui ont charrié beaucoup de violences contre les journalistes et les médias de la part des acteurs politiques et de leur soutien en Afrique subsaharienne notamment. Ce rapport est publié à un moment où plusieurs médias internationaux, dont la VOA, sont suspendus au Burkina Faso. Les professionnels des médias risquent leur vie en essayant de nous informer sur tous les sujets, de la guerre à la démocratie. C'est une affirmation du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelle les gouvernements, le secteur privé et la société civile à réaffirmer leur engagement à sauvegarder la liberté de la presse. Comment les restrictions à la liberté de la presse influencent-elles la perception de l'actualité ? Comment les médias peuvent-ils reconstruire la confiance du public en Afrique notamment et regagner leur légitimité en tant que source fiable d'informations, en particulier dans un contexte où la désinformation et les fake news prolifèrent? Les réflexions de nos invités dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Washington Forum sur VOA Afrique. Alexandrine Rolognon avec vous cette semaine. Sur les 5 critères utilisés par l'ONG Reporters sans frontières pour établir son classement mondial de la liberté de la presse, édition 2024, l'indicateur politique a été le plus problématique, montrant que les gouvernements ne protègent pas les journalistes. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, se penche sur le classement en Afrique, où les acteurs politiques ont pour la plupart agi violemment à l'égard des journalistes. Le récit est de Résine Monezero. Dans de nombreuses régions d'Afrique, le journalisme a souffert pendant les élections. C'est ce que révèle l'organisation Reporters sans frontières. Nous avons vu par exemple à Madagascar que pendant la période électorale, près de 10 journalistes ont été soit agressés, soit persécutés, soit même arrêtés. Nous avons également observé les mêmes tendances pendant la période électorale au Niger, où près de 20 journalistes et reporters ont été attaqués, persécutés et harcelés pendant les élections. Sadibou Marong explique qu'il a par ailleurs observé que dans certains endroits, les politiciens ont créé leurs propres médias pour imposer leurs propres récits. Des restrictions à l'accès à l'information ont été constatées dans la région du Sahel. Le Niger a perdu 19 places pour se retrouver à la 80e place. Le Burkina Faso a chuté de 28 places pour se retrouver à la 86e place. Et le Mali, pays voisin, est à la 114e place. Ces 3 pays sont dirigés par des juntes militaires. Au Burkina Faso, il n'y a plus de médias internationaux, il n'y a plus de reporters internationaux ou de correspondants internationaux. C'est aussi le cas au Mali et c'est aussi le cas dans le dernier pays de la junte, c'est-à-dire le Niger. La semaine dernière, le Burkina Faso a suspendu plusieurs médias occidentaux et africains en raison de leur couverture d'un rapport de Human Rights Watch faisant état de meurtres de civils commis au début de l'année par l'armée du pays. Le département d'État américain se dit très alarmé par cette action. Beaucoup trop de gouvernements ont recours à la répression pour faire taire la liberté d'expression, en particulier à l'encontre des journalistes et des organisations qui font simplement leur travail. En Afrique de l'Est, l'Érythrée occupe la dernière place en classement en étant 180e. Le gouvernement de ce pays, l'un des plus censurés au monde, a fermé tous les médias indépendants depuis plus de 20 ans, selon Freedom House. Quelques pays sont sur une trajectoire positive, notamment la Mauritanie, où les abus contre les journalistes ont diminué, ce qui a permis à ce pays de gagner 53 places en moins d'un an et de se classer au premier rang en Afrique. La Tanzanie a également gagné 46 places. Et pour ce débat, mes invités, Jeanne Lagarde, chargée de plaidoyer du bureau Afrique chez Reporters sans frontières basé à Dakar au Sénégal. Nous avons à Paris Newton Ahmed Bari, journaliste familier des questions du terrorisme au Sahel, ancien président de la CENI au Burkina Faso. Et nous avons Aman Mana, journaliste et éditorialiste, directeur du quotidien Le Jour à Yaoundé. Vous êtes actuellement dans l'Illinois, ici aux États-Unis. Bonsoir et bienvenue, messieurs, dames. D'abord vous, monsieur Bari, j'estime que vous avez consulté le dernier rapport de Reporters sans frontières. J'aimerais savoir quelles ont été vos réflexions initiales sur ce classement. C'est qu'en 8e en 2023, le Burkina Faso se retrouve à la 86e place. Quelles ont été vos réflexions en voyant ce classement, monsieur Bari ?
Je suis, en tant que journaliste, très très triste. Hein. Bon, tout notre combat depuis l'assassinat de Norbert Zongo, ça a été quand même que le Burkina Faso puisse, de ce point de vue-là, faire amende honorable et être très bien figuré dans le concert des nations en tant que l'un des pays de l'Afrique de l'Ouest, mais de l'Afrique, évidemment, où le journalisme était, je ne dirais pas totalement accepté, mais je veux dire la plupart des régimes toléraient le journalisme après l'assassinat de Norbert Zongo. Malheureusement, ce que nous avons aujourd'hui, pour eux, le problème, il y a deux problèmes dans le pays, il y a le terrorisme et il y a le journalisme. Donc, en fait, ils pensent que la maîtrise du premier ne va pas sans le musellement du second. Bon, ce que malheureusement n'est pas vrai, puisqu'on a montré par exemple en ce qui concerne la Mauritanie, qui est l'un des pays aussi de l'espace sahélien qui fait face au terrorisme et qui réussit mieux à contrer le terrorisme, mais aussi en libérant la presse, donc en veillant à la liberté de la presse. Donc, c'est pratiquement pas antinomique, et c'est ce que nous ne cessons de dire. C'est en cela évidemment qu'on est très heureux pour nos frères et nos confrères de la Mauritanie. Herman Mana, le rang du Cameroun dans ce classement n'est pas reluisant non plus, mais le pays a fait un petit bond. RSF évoque toutefois un environnement hostile et précaire pour les journalistes. Oui, tout à fait. Je pense que sur le Cameroun, le gouvernement, le pouvoir en place, appelons-le ainsi, a opéré un ensemble de... a utilisé un ensemble de manœuvres qui font que on a une presse qui est muselée de fait, malgré le discours, sur le nombre de médias. Le gouvernement mettra toujours en place un ensemble de médias. On dira qu'il y a 700 journaux. Mais il y a 700 journaux qui paraissent comment, qui paraissent quand, avec quel journaliste, qui gagne quel salaire. Et justement, le gouvernement a opéré un ensemble de... C'est-à-dire qu'aucun média privé ne peut vivre au Cameroun s'il n'accepte la collaboration active avec le gouvernement. Cela n'est pas possible. Ça, c'est l'une des choses. La deuxième chose, c'est la réactivation, l'utilisation de la loi antiterroriste pour terroriser les journalistes. C'est-à-dire que, avec la résurgence de Boko Haram, on a mis, pour combattre l'État islamique en Afrique de l'Ouest, on a remis au bout du jour un ensemble de lois, mais qui, au lieu d'être utilisées contre les terroristes, sont utilisées contre les journalistes, comme le disait tout à l'heure Monsieur Barry. Donc, vous voyez, il y a la tenaille. Il y a la tenaille économique et la tenaille juridique qui enferme les journalistes. Ce qui veut dire qu'à la fin de la journée, il n'y a pas... Le journalisme, dans son essence, le journalisme libre, le journalisme qui joue son rôle, impossible de le faire au Cameroun en ce moment. Et nous avons la chance d'avoir avec nous un membre de Reporters sans frontières. Madame Lagarde, certains observateurs estiment que la méthodologie de classement des pays selon le respect de la liberté de la presse utilisée par Reporters sans frontières est trop simpliste et ne prend pas en compte les nuances des contextes locaux. En quoi votre organisation assure-t-elle que ces classements reflètent fidèlement la réalité sur le terrain ? Alors, nous avons un petit souci avec votre audio, Madame Lagarde. Oui, le problème persiste, malheureusement. On va essayer de vous... Voilà, là, je vous entends mieux. M'entendez ? Je vous entends mieux, oui. Vous m'entendez mieux ? C'est bon ? Il y a un petit écho, mais oui, vous pouvez y aller. Ok, là, c'est bon. Bon. La partie technique va essayer de régler ce petit problème. Monsieur Barry, en raison des menaces perpétuelles, de nombreux journalistes sont contraints aujourd'hui à l'autocensure pour éviter les représailles et vous en avez également fait les frais. Oui, c'est pas seulement l'autocensure. La majorité aujourd'hui des journalistes qui refusent ou qui ne comprennent pas
la camisole de force que l'on veut imposer aujourd'hui aux journalistes, beaucoup ont dû s'exiler au Burkina Faso. Quand vous regardez aujourd'hui le paysage médiatique, il est bien squelettique, pour ne pas dire qu'il est pratiquement inexistant. Nous avons encore 2 quotidiens. Comment vous pouvez vous imaginer qu'en plus, évidemment, le 2 quotidiens privés plus le quotidien public, par toutes les sciences de journalisme que vous aurez appris dans toutes les écoles de journalisme au monde, comment pouvez-vous imaginer que 3 médias indépendants qui n'ont pas la même rédaction puissent régulièrement faire à leur une les mêmes titres, les mêmes photos et, comme on dirait techniquement, évidemment, les mêmes sous-titres. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne va plus dans ce pays qui s'appelle Burkina Faso aujourd'hui, où malheureusement, et ça il faut quand même le dire, on a théorisé sur des bases que l'on ne sait pas d'ailleurs, et fait par des gens qui ne sont pas des lambda, mais par un certain nombre de professionnels, donc des professeurs d'université, qui ont enseigné autrefois la liberté de la presse et qui sont dans beaucoup aujourd'hui des fossoyeurs de la liberté de la presse, sur le postulat que en maîtrisant ou en tout cas en permettant que la diffusion du narratif officiel qui n'est autre que la propagande, on a toutes les chances de vaincre le terrorisme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que plus on muselle les médias, plus évidemment, non seulement on n'arrive pas à empêcher la propagande des terroristes, mais évidemment, une propagande n'assure pas la victoire s'il n'y a pas une vraie victoire sur le terrain. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, on est dans un vrai cul-de-sac. Je me rappelle évidemment de l'expression d'un de mes aînés sur un des plateaux burkinabé qui disait qu'aujourd'hui on est dans un cul-de-sac labyrinthique où on ne sait pas où s'en sortir. Alors, pour rester sur le cas du Burkina Faso, est-ce que les journalistes ne tendent pas quelque part le bâton avec lequel ils sont châtiés? Parlant du terrorisme, est-ce que les médias aujourd'hui, les médias locaux notamment, ont la possibilité de vérifier leurs informations et de couvrir de manière indépendante tout ce qui se passe sur le terrain, M. Barry? Oui, mais nous sommes en face de 2 protagonistes sur le terrain qui, l'un comme l'autre, que ce soit l'État ou les terroristes, ont la même conception des médias et ont la même haine des médias. Et donc, évidemment, dans un environnement comme ça, où le territoire est partagé entre ces 2 protagonistes, ça veut dire qu'on ne peut ni vérifier l'information du côté gouvernemental, encore moins du côté des territoires occupés par les terroristes, parce qu'à la fois les terroristes ne le permettent pas, mais si vous y allez en tant que journaliste et que vous y arrivez par extraordinaire, si vous revenez, c'est évidemment l'État et les organes de l'État qui s'en prennent à vous et qui vous tuent. Donc, nous sommes dans un environnement extrêmement kafkaïen et qu'on ne peut pas décrire aujourd'hui en rapport avec la liberté de la presse. Donc, les journalistes, dans ce contexte-là, comment peuvent-ils être coupables de quoi que ce soit? Nous avons Madame Lagarde qui est de retour. Madame Lagarde, vous nous recevez maintenant? On vous reçoit également. Alors, il y a toujours ce petit écho. On va revenir sur le rapport de RSF. Je vais vous demander comment l'organisation s'assure-t-elle que ces classements reflètent fidèlement la réalité du terrain? Alors, effectivement, on avait eu vent de ce genre de remarques. C'était pour cette raison, notamment, que nous avons changé notre méthodologie il y a 2 ans. Et donc maintenant, la méthodologie nouvelle se base sur des données à la fois quantitatives et qualitatives pour assurer au mieux la réalité justement des situations et prendre en compte la réalité du terrain. Donc on a des données quantitatives qui se mesurent avec un monitoring qu'on effectue tout au long de l'année, donc avec notamment ce qui concerne la sécurité des journalistes, donc les journalistes qui sont attaqués, emprisonnés, tués, etc. Et puis nous avons aussi des données qualitatives qu'on prend en compte en établissant un questionnaire qu'on envoie à des milliers de répondants à travers le monde
Ce questionnaire est composé de 135 questions qu'on envoie à des experts de la liberté de la presse qui sont justement sur le terrain ou qui ont été sur le terrain pendant longtemps et qui ont encore des liens avec ce pays pour justement être le plus proche possible des réalités du terrain. Monsieur Mana, dans un environnement où la liberté de la presse est restreinte, comment réussissez-vous à naviguer dans les contraintes imposées par les autorités tout en tentant de fournir une couverture équilibrée et indépendante? Non, la question n'est pas celle de l'équilibre, voyez-vous. La question n'est pas celle de l'équilibre. En ce moment, je pense que le journalisme survit au Cameroun grâce à une poignée, un ensemble de personnes qui ont véritablement la foi, qui contre vents et marées et face à ce pouvoir, continuent à donner de l'information. C'est presque marginal, mais il existe encore des médias courageux qui continuent à le faire. Mais je dis que c'est le fait c'est extrêmement individuel. Ce sont des personnes qui réussissent à le faire. Et il y a au-delà de ça maintenant la question des réseaux sociaux. La question des réseaux sociaux, vous avez parlé tout à l'heure de crédibilité à reconquérir. Oui, la crédibilité des journalistes est battue en brèche par l'ensemble de choses qui viennent, les lanceurs d'alerte et tout le reste. Le journaliste doit se démener dans tout ce flot d'informations pour pouvoir prouver finalement, donner la preuve que c'est lui qui est en train de donner la bonne information, le bon message. Pour me résumer, le journalisme n'est pas mort au Cameroun, il subsiste, il existe encore grâce à une poignée de gens courageux qui continuent à entretenir quelques organes de presse marginaux et qui permettent encore quand même de donner les informations, donner l'information qu'il faut pour rendre compte dans ce pays où quand même il y a un ensemble de choses qui vont de mal en pis. Et comment le citoyen ordinaire perçoit-il la liberté de la presse et son importance? Nous avons posé la question à nos téléspectateurs. Je vous propose quelques réactions recueillies sur la page Facebook de VOA Afrique. Yao Marcelin Kofi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, nous dit que les arrestations arbitraires, les tortures, le meurtre des journalistes et les fermetures des maisons de presse sans motif réel et sérieux sont des actes qui entravent la liberté de la presse. Vivement que les législations des pays, surtout africains, consolident la dite liberté. Wabo Kikuge Bloom de Bukavu en RDC nous dit que pour promouvoir un bon travail des médias, chaque pays doit faire valoir la loi portant liberté de presse, car un journaliste se trouve entre deux extrêmes. Au Congo, nous dit-il, certains sujets politiques ne font pas l'objet d'une information médiatisée sous crainte de perdre la vie. Pourtant, la mondialisation, c'est l'information réelle. Nous avons également la réaction d'Armand Ditenda en RDC qui dit que la liberté de vie, c'est-à-dire la paix et la sécurité, est bien plus souhaitée en Afrique que la liberté de la presse. Et voilà qui nous conduit à la seconde partie de cette émission. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. Restez avec nous. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Washington Forum sur VOA Afrique, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous revenons sur la journée mondiale de la liberté de la presse avec le classement mondial de Reporters sans frontières, avec nos invités Jeanne Lagarde, chargée de plaidoyer du bureau Afrique chez Reporters sans frontières basé à Dakar, Newton Ahmed Barry, journaliste du côté de Paris, et Aman Mana, directeur du quotidien Le Jour à Yaoundé.
En dehors des restrictions des autorités, les médias privés et indépendants sont également à bout de souffle sur le plan économique, dit RSF. Les aides à la presse sont devenues exceptionnelles. Est-ce qu'on peut parler financement, monsieur? Comment vous vous en sortez, monsieur Mana? Monsieur Barry, est-ce qu'on peut parler financement? Oui. Comment vous vous en sortez? Aujourd'hui, c'est la galère. Hein. Quand vous regardez, vous aviez dit une chose, je ne sais pas si c'est un intervenant dans le micro-trottoir, que vous n'avez pas le micro-trottoir, mais les avis que vous avez pu poster sur votre site que vous avez... le tout dernier qui parlait de la paix et la sécurité qui est bien plus souhaitée en Afrique que la liberté de la presse. Non, celui qui a parlé avant, mais je reviens également sur celui-là. Mais il y a un qui avait dit que la question de fermeture des médias, évidemment, c'est lié aussi parfois à un harcèlement des autorités. Voilà. Oui, parce que le vrai problème, c'est ça aujourd'hui. Quand vous regardez le Burkina, la majorité des médias, ceux qui arrivent à survivre, sont régulièrement fermés pour impôt. Dans un environnement comme celui du Burkina aujourd'hui, où les médias peinent vraiment à assurer le minimum ou à fonctionner normalement, si en plus ils doivent également être sous le couperet constant des impôts, naturellement ça devient encore une autre difficulté en plus, qui fait évidemment que les médias aujourd'hui, quand vous regardez le Burkina Faso, nous sommes vraiment revenus ça s'est réduit hein, comme un pot de chagrin, comme une peau de chagrin plutôt. Deuxième élément par rapport à l'assertion qui est qui est parfois véhiculée, qui est une assertion fausse. On ne demande pas de choisir entre la liberté et le droit de la vie. La liberté de la presse, justement, assure le droit à la vie. Parce que c'est évidemment en étant critique et en étant en situation de veille que la presse oblige ceux qui doivent veiller sur la vie des autres d'y veiller. Mais si vous enlevez la liberté de la presse, non seulement on va vous enlever le droit à la vie, mais il n'y aura personne pour témoigner que votre vie a été enlevée. Je crois que là, ça devient deux drames en un seul. C'est ça que les gens doivent comprendre, mais je vois un tout petit peu partout fleurir évidemment cette fausse assertion où on dit non, aujourd'hui on est dans une situation où on doit choisir entre la liberté de la presse et le droit à la vie. Non. C'est peut-être le moment, M. Barry, de rappeler comment les restrictions, la liberté de la presse impactent l'actualité, la couverture de l'actualité. Oui, le problème de fond, aujourd'hui, comme je dis, le postulat premier sur lequel la majorité des jeunes, et notamment sahéliennes, se fondent, c'est qu'il faut étouffer l'information indépendante. Et il ne doit prévaloir dans l'espace public aujourd'hui que le narratif propagandiste. Et qu'évidemment, contrer ce narratif propagandiste, c'est évidemment repositionner le combat contre le terrorisme dans une situation non favorable. Alors que ce n'est pas vrai du tout. On a remarqué deux choses. Je pense qu'il y a une étude qui a été faite par le professeur Abdelkarim Saïdou, qui est connu, hein, qui est un agrégé de droit, très rapidement, sur évidemment une comparaison entre est-ce que la liberté est-elle antinomique à la lutte contre le terrorisme, notamment dans le cadre démocratique. Il a montré très bien par des exemples tout à fait choisis, comment par exemple le Nigeria, avec la démocratie et donc le fait de la démocratie et de la liberté, a réussi à réduire les effets de Boko Haram, je vais dire aujourd'hui, à leur effet le plus incongru. Et tandis que partout où ce n'est pas la liberté électorale et de la démocratie, on a vu que c'est plutôt le contraire qui s'est produit. Si vous prenez le Burkina, vous prenez le Mali, vous prenez le Niger, à partir du moment où les régimes démocratiques ont été, je vais dire, enlevés, où il y a eu des coups d'État contre les régimes démocratiques, le phénomène terroriste a davantage pris de l'ampleur et les sociétés elles-mêmes se sont désarticulées par le fait qu'il y a un feu croisé entre l'intolérance des terroristes et l'intolérance des militaires.
J'aurais aimé avoir un avis de M. Naman, mais malheureusement les conditions techniques ne nous permettent pas de l'avoir. Madame Lagarde, que préconise RSF aujourd'hui face à ces questions de financement, surtout pour les médias privés, face à la pression économique? Alors, effectivement, c'est ce que je veux faire tout à l'heure. On a observé que la situation économique des médias, notamment des médias privés, dans toute l'Afrique, mais notamment au Sahel et à bout de souffle, la situation économique est de plus en plus désastreuse. Donc, à titre d'exemple, on a des médias qui ont été mis sous scellé pour non-paiement d'impôts, notamment au Burkina Faso. On a la radio la plus écoutée au Burkina Faso, qui est Sarah FM, qui a été mise sous scellé. Et depuis, les autres médias ont également peur pour eux. On a aussi les locaux du journal d'investigation, l'événement qui avait aussi été mis sous scellé en juillet 2023. Au Tchad, c'est également le cas avec, on a une cinquantaine de médias qui ont été fermés récemment pour non-parution depuis plus d'1 an. Mais certains médias étaient en règle et avaient payé leurs impôts. Donc, ce que préconise la RSF, pour revenir à la question, c'est surtout que les politiques, les États mettent en place des subventions, des fonds, des besoins, pour répondre aux besoins financiers des médias et que ces employés. D'ailleurs, c'est également le cas en Guinée. C'est un pays dont on parle peu, alors qu'il se passe des atteintes à la liberté de la presse qui sont inédites. Et les médias sont complètement à bout de souffle depuis notamment le retrait de 3 chaînes de télévision des boutiques Canal+ et le grillage délibéré de 4 radios privées. Ces médias ne les mettent plus, les journalistes sont au chômage. Rien n'est fait pour leur faire sortir la tête de l'eau. C'est vécu donc dans une grande mesure en Guinée, mais dans d'autres pays comme les Burkina Faso ou d'autres pays du Sahel, effectivement, ce que la RSF préconise, c'est que les politiques, les États mettent en place des fonds de subvention. On a évoqué la pression politique et financière, mais on ne peut clore ce débat sans parler de ce sentiment anti-média qui continue de croître dans certains pays. Comment les médias peuvent-ils aujourd'hui reconstruire la confiance du public en Afrique et regagner leur légitimité en tant que source fiable d'information? Monsieur Barry, les journalistes ont-ils un rôle à jouer aujourd'hui dans ce sens? Monsieur Barry, vous nous recevez? Oui, je vous entends, moi. Est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois également. D'accord. Je n'imagine pas qu'on puisse se projeter dans une société où il n'y a pas de presse. Sauf qu'en fait, comme je dis, la jeune choisit sa presse à lui ou à elle. C'est-à-dire que ceux qui sont dans une configuration de communication et de propagande. Mais dans une société de liberté, ou en tout cas où on était arrivé, il est inconcevable que nos sociétés reculent à ce stade-là. Vous savez, ça me fait penser évidemment au début des années 90 et à la fin des années 80, avant que le vent de l'Est ne commence à souffler. Mais évidemment, avant aussi que tout ce travail se fasse en interne par des démocrates et vraiment des patriotes africains pour non seulement avoir et faire évoluer l'espace politique de liberté, mais également permettre que l'expression puisse se faire. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là et je ne vois pas comment on peut reculer. La question n'est pas la presse, parce que dans la majorité des cas, les journalistes n'ont pas été pris à défaut, comme par exemple ce qui s'est passé dans Radio 1000 Collines au Rwanda. Dans tous les 3 pays du Sahel, on n'a pas pris les journalistes à défaut. Voilà le problème. Merci. Merci, Monsieur Barry. Merci à vous, Madame Lagarde. Merci à vous, Monsieur Manin. On y est arrivé malgré les soucis techniques. C'est la fin de cette édition de Washington Forum. Alexandrine Ronognon était à la présentation et merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis à travers nos télépartenaires sur le continent. Washington Forum, le rendez-vous, c'est tous les jeudis à 19h temps universel sur VOA Afrique, voaafrique.com, en rediffusion samedi et dimanche. Très bonne soirée à toutes et à tous. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien.
Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Lynn Ormoudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.